Bonjour à tous. Jean-Claude Martin m'a très gentiment proposé d'évoquer, pour célébrer les 250 ans de la naissance de Hegel, un point relatif à la pensée hegelienne. Et j'ai proposé d'évoquer très brièvement et évidemment très imparfaitement la question de l'espace, et plus précisément la question de l'espace telle qu'elle apparaît dans La certitude sensible au sein de la phénoménologie de l'esprit de 1807. Alors évidemment, c'est pas le seul endroit où Hegel en parle, mais il me semble que c'est néanmoins l'endroit où il en parle de manière paradigmatique quant à sa manière de procéder, et où par ailleurs les résultats qu'il obtient sont extrêmement intéressants du point de vue de l'histoire même de la philosophie. L'idée que je vais défendre dans cette très brève vidéo, c'est que l'idée, disons, le génie hegelien consiste à poser une question permanente, récurrente, qui est la suivante, à savoir comment sait-on ce que l'on affirme? Et donc, quel point de vue rend-il le discours possible? Si par exemple je parle de l'espace, qu'est-ce qui me permet d'en parler? Et donc, la force de Hegel, notamment en histoire de la philosophie, ce n'est pas de se demander si un philosophe argumente bien ou pas, s'il a définitivement raison ou pas, mais c'est plutôt de se demander comment le philosophe sait ce qu'il dit. Qu'est-ce qui lui permet de dire ce qu'il dit? A-t-il véritablement intégré les perspectives qui lui permettent de dire ce qu'il dit? Et donc, toute l'analyse hegelienne par rapport à l'histoire de la philosophie, c'est de se demander à quelles conditions il est possible de dire ce que nous disons, de dire ce que disent les philosophes. Naturellement, ce que je viens d'expliquer implique qu'on ne peut pas penser chez Hegel le problème de l'espace indépendamment de l'histoire de la philosophie. Et donc, je vais essayer de montrer que dans la certitude sensible, on a une réécriture de l'esthétique transcendantale qui parvient à intégrer, d'une certaine manière, l'analyse qu'Aristote avait menée du lieu dans la physique. Et je vais essayer de montrer pourquoi cette double référence à l'histoire de la philosophie est tout à fait évidente. Pour bien comprendre cela, je vais d'abord et avant tout partir de Kant, et notamment de l'esthétique transcendantale dans la critique de la raison pure. Nous savons que chez Kant, l'espace n'est pas un concept. L'espace n'est pas un concept, c'est une intuition pure a priori, c'est une forme a priori de la sensibilité. Je ne rentre pas dans les problèmes que soulèvent ces deux approches un peu différentes. Une forme a priori de la sensibilité, c'est pas exactement la même chose qu'une intuition pure a priori, mais peu importe. Ce qui est certain, c'est que l'espace, pour Kant, n'est pas un concept, mais qu'en même temps, comme il doit philosophiquement parler de l'espace, il doit en parler conceptuellement. Et donc, il va devoir mener une exposition conceptuelle de ce qui n'est pas un concept. Et cela, évidemment, Kant en est parfaitement conscient, et ça soulève un certain nombre de problèmes dans le propos même de Kant. Par ailleurs, si cette difficulté était très consciente dans l'esthétique transcendantale, on a une seconde difficulté qui est liée, si je puis dire, à la variation du nombre d'éléments que manipule Kant dans l'esthétique transcendantale. Parfois, euh, il joue avec trois termes: le moi, l'objet et l'espace, et il le fait lorsqu'il a besoin de montrer que l'espace médiatise le rapport entre le moi et l'objet. C'est-à-dire, je ne puis entrer en relation avec l'objet que par la médiation de l'espace comme sens externe. Là, on est plutôt, si l'on veut, du côté de la condition de possibilité. Mais il y a une autre forme d'analyse qui est menée, qui est l'analyse de la relation spatiale comme telle. Et dans l'analyse de la relation spatiale, en fait, on tombe à deux termes. Le but est de montrer que cette relation est intuitive, directe. Il y a une relation directe du sujet à l'objet. Alors évidemment, Kant est conscient qu'il change de perspective, mais elle est beaucoup moins thématisée que l'inadéquation entre la présentation ou l'exposition conceptuelle de l'espace et le fait que l'espace ne soit pas un concept. Alors, ce que Hegel va faire, à mon avis, c'est que, comme pour tout problème, il va demander à Kant comment son discours est possible. Comment est-il possible de produire un discours conceptuel sur ce qui n'est pas un concept? Comment l'entendement peut-il savoir quoi que ce soit sur l'espace dès lors que l'espace n'est pas un concept? Et donc, Hegel va faire quelque chose où il excelle, il va créer une sorte de dilemme
dans lequel il va enfermer Kant. Soit on peut parler légitimement par concept de l'espace, et plus généralement de la sensibilité, mais dans ce cas-là, il faut admettre que la conceptualité est constitutive de la sensibilité, donc de l'espace et du temps, soit on ne le peut pas, mais dans ce cas-là, l'entendement se tait, et une exposition conceptuelle de l'espace est strictement impossible. Évidemment, Hegel, nous le savons, va plutôt être favorable à la première option, c'est-à-dire révéler la conceptualité inhérente à l'espace, et donc, à mon avis, il va rejouer l'esthétique transcendantale, il va la réécrire de manière cohérente, c'est-à-dire en rendant explicite tous les points de vue qu'il faut intégrer pour pouvoir dire quelque chose de cohérent au sujet de l'espace. Alors, quelles sont les manières concrètes que va adopter Hegel pour mener la description puis l'analyse de la certitude sensible? D'abord et avant tout, ce sont des passages canoniques, il va modéliser une sorte de situation idéale, une sorte d'autonomisation de la certitude sensible, autonomisée par rapport à la perception, c'est-à-dire il va essayer de se représenter une situation dans laquelle une conscience aurait envers l'objet une relation exclusivement sensible. Exclusivement sensible. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien, ça veut tout simplement dire que la conscience ne serait pas en mesure de déterminer par une connaissance à quoi elle a affaire. Ce serait une conscience, si vous voulez, qui sent quelque chose, mais qui ne sait pas ce qu'elle sent, qui n'est pas en mesure d'identifier ce qu'elle sent. Ce serait, si l'on veut, une sensation pure. Bon. Dans ce cas-là, admettons cette modélisation, qui est peut-être celle du nouveau-né et du nourrisson, et demandons-nous ce que pourrait dire la conscience dans une telle situation. C'est-à-dire, qu'est-ce que immédiatement la conscience sait au sujet de l'objet? La réponse de Hegel est très célèbre. Elle sait quelque chose d'essentiel, à savoir qu'il y a la présence de l'objet. Il y a la présence de l'objet, c'est-à-dire ce que Hegel est en train de poser, c'est l'existence même du monde. L'existence même du monde est immédiatement donnée par la présence même des objets. Donc, qu'est-ce que je sais quand je suis pris dans une conscience sensible, indépendamment de savoir à quoi j'ai affaire? C'est qu'il y a une présence et que cette présence est infinie, ou en tout cas qu'elle est extrêmement riche, et tout objet va se donner à moi sous la forme de la présence. Mais, précisément, parce qu'on est dans une sensation pure, dans une modélisation où on fait comme si on n'avait ni concept, ni mémoire, ni quoi que ce soit, on ne peut pas dire ce que sont les objets. On ne peut pas vraiment les déterminer. Alors, dans ce cas-là, apparaît un contraste entre le fait que ce que je sens d'un certain point de vue est très riche, puisque ça me donne toute la richesse du monde, mais en même temps c'est très pauvre, c'est remarquablement pauvre, puisque ça ne me donne pas le sens des objets, puisque précisément on se situe en dehors de toute perception et de toute connaissance. Donc en clair, l'objet est senti, certes, mais il n'est pas identifié. Il faudra la connaissance perceptive pour véritablement identifier ce à quoi on a affaire. Donc il y a bien un savoir, pour la certitude sensible immédiate, j'ai affaire à une présence, je sais qu'il y a quelque chose, je sais qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est, j'ai affaire à un ceci indéterminé. Et là, il faut entendre évidemment la référence à Kant. J'ai affaire à un phénomène. Mais comment Kant définit-il un phénomène? Comme un objet indéterminé de l'intuition empirique. Donc on réécrit l'esthétique transcendantale, et Hegel nous dit finalement, qui a vraiment accès au phénomène, en tant qu'objet indéterminé d'une intuition empirique? Eh bien la conscience immédiate de la certitude sensible, dans cette modélisation où il n'y aurait véritablement aucune conceptualité et donc aucune connaissance. Dernier point, restons toujours dans la certitude sensible immédiate. Qu'est-ce qui est essentiel pour cette conscience? Bien évidemment, c'est l'objet. C'est-à-dire, pour le dire très simplement, si on demande à la conscience comment il se fait qu'elle sente une présence, elle répondra parce qu'il y a quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose. Donc c'est l'objet qui est considéré comme la cause même du fait que l'on sente. Donc moi, je deviens inessentiel.
La conscience ne se considère pas comme essentielle lorsqu'elle sent quelque chose dans l'immédiateté. Ce qui est essentiel, c'est la présence même de l'objet qui explique le fait même que la conscience sente quelque chose. Voilà l'analyse, ou plutôt la description qui est menée de la certitude sensible immédiate. Supposons maintenant que nous prenions du recul et que nous analysions, que nous réfléchissions ce qui vient d'être décrit. Ce que Hegel va essayer de montrer, c'est que tout ce qui semblait immédiat est en fait médiatisé. Alors il ne s'agit pas de montrer que la conscience immédiate a tort. Il ne s'agit pas de dire que la conscience immédiate est stupide. Il s'agit simplement de montrer que sur une même certitude sensible, plusieurs perspectives peuvent être adoptées. L'une qui est celle de celui qui sent, l'autre qui est celle de celui qui analyse ce qu'il sent, ou plutôt qui analyse le fait même de sentir. Alors, si nous analysons, nous voyons qu'il y a une première médiation. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Il y a le moi, l'objet, et le savoir du moi sur l'objet. C'est-à-dire, première médiation, il n'y a pas le moi face à l'objet, il y a le moi qui se rapporte à l'objet par la médiation de ce qu'il sait sur l'objet. Pour le dire en termes très simples, le moi ne se rapporte à l'objet que par ses sensations. Le moi ne se rapporte à l'objet que par ses sensations, qui sont donc la médiation entre le moi et l'objet. C'est très exactement ce que Descartes établit dans la seconde méditation par l'analyse du morceau de cire, qui révèle que je n'ai pas affaire à la cire, mais à mes propres sensations. Deuxième médiation, elle est par rapport à l'objet. L'objet, évidemment, ne devient senti qu'en vertu d'un moi sentant. Donc l'objet, à son tour, se trouve médiatisé par le moi pour pouvoir devenir objet senti. Donc on se rend compte que ce qui était immédiat pour la certitude sensible immédiate, en réalité, est perclus de médiation dès lors que l'analyse entre en jeu. Et d'une certaine manière, au fond, ce qui est en jeu, c'est que je croyais avoir affaire à l'objet, alors qu'en réalité, d'une certaine manière, j'ai affaire à mes sensations. Une fois qu'on a dit cela, il faut aller beaucoup plus loin. Quand nous revenons à la question de la conscience immédiate, de la certitude immédiate, qu'est-ce que croit la certitude immédiate quant à la caractérisation de l'objet qu'elle a senti? Elle croit qu'il est ici et maintenant. Très bien, il est tout à fait exact, elle n'a pas tort de croire cela. En effet, l'objet est ici et maintenant, c'est-à-dire il est situé, il est localisé, et par ailleurs, il a une datation précise. D'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la conscience immédiate, au fond, elle est aristotélicienne. Elle vise un lieu précis, défini par l'objet précis. Elle a senti un objet précis en un lieu précis. Et le lieu, évidemment, est défini par l'objet. Donc, d'une certaine manière, l'immédiateté, c'est l'aristotélisme. L'immédiateté, c'est l'aristotélisme. Et donc, du point de vue de la conscience immédiate, du point de vue de la certitude sensible immédiate, nous sommes tous aristotéliciens. Nous avons tous affaire à quelque chose qui se présente ici. Et évidemment, l'ici est d'abord et avant tout dépendant de l'objet. Mais, très célèbre également, est l'analyse qui suit. Qu'est-ce que je peux dire de ici et maintenant? C'est-à-dire, si j'avais à formuler cet ici et ce maintenant, très vite je me rendrais compte que n'importe quel ici peut correspondre au mot ici, et n'importe quel moment peut correspondre à la notion de maintenant. En d'autres termes, il y a une indétermination foncière de l'ici et du maintenant, et ce qui semblait très particulier, très déterminé, se révèle totalement indéterminé et même universel. Tous les lieux, tous les moments peuvent, à un moment ou à un autre, être ici ou maintenant. Par conséquent, il faut bien comprendre ce que cela veut dire, la formulation même du particulier n'est possible que dans l'universalité. La formulation même du particulier n'est possible que dans l'universalité. Et donc, allons plus loin. Cela veut dire qu'il est impératif de rendre compte de cette formulation qui ne peut être faite et menée que dans l'universalité, et que par conséquent, elle ne peut pas s'expliquer
par la particularité de l'objet, ni même par ma situation particulière de sujet. C'est donc qu'il va falloir que, pour rendre compte de cette formulation universelle du particulier, je fasse appel à des formes universelles. Sinon, cette, euh, cette contradiction est absolument incompréhensible. Disons les choses tout à fait autrement. Ce que Hegel est en train de montrer, c'est qu'en fait, la vérité de la certitude sensible, ce n'est ni Aristote, ni Kant. C'est Aristote et Kant. C'est le lieu et la forme a priori de la sensibilité en tant que structure universelle de la subjectivité transcendantale. C'est la visée d'un lieu particulier et la formulation de cette visée dans l'universalité qui permet de comprendre que la possibilité même de formuler le lieu n'est pas liée à la particularité du lieu, mais qu'elle est liée justement à l'universalité telle que Kant a pu l'identifier. Donc, pour le dire encore autrement, la grandeur de l'analyse hegelienne, c'est de montrer que l'universel est toujours déjà à l'œuvre, mais qu'on ne s'en rend pas compte dans l'immédiateté. Et que, en même temps, Kant est incapable, par son analyse abstraite, de rendre compte de la figure aristotélicienne. Il n'est pas possible, dans l'esthétique transcendantale, de rendre compte, tout simplement, de la certitude sensible immédiate. Certes, sont déterminées les formes a priori de la sensibilité, mais comment se fait-il qu'elles viennent se cristalliser à un endroit particulier, à un lieu particulier qu'on vise ici et maintenant? Ce n'est pas ce que Kant est capable de prendre en charge. Donc on voit la méthode générale que Hegel adopte. D'abord et avant tout, il prend le point de vue de l'immédiateté, le point de vue, si je puis dire, complètement englué dans les choses. Ensuite, de quoi il analyse, et donc il introduit la médiation. Et ensuite, de quoi on comprend finalement qu'il appartient à la présence immédiate des objets de ne pouvoir être dite que dans un discours médiatisant et donc dans l'universalité. Cela revient tout simplement à dire que pour nous, qui avons compris ce dont il est question, il appartient à la pensée d'Aristote de ne pouvoir paradoxalement être formulée que dans le kantisme. Alors, si nous avions à conclure, et encore une fois, c'est vraiment trop bref et malheureusement, je ne peux pas rentrer dans le détail. Mais si nous avions à conclure, je voudrais tout simplement dire ceci. C'est que d'une certaine manière, ce que Hegel essaye de montrer, c'est que le rapport empirique et concret à l'extériorité du sujet empirique ne peut être dit que dans l'abstraction universelle. C'est-à-dire, il est impossible, en restant dans la sensation particulière, de dire concrètement ce qui est senti. Et donc, il appartient à la sensation d'échouer à viser un objet particulier dans le fait même de dire ce qui est senti et à ne pouvoir dire que la forme abstraite de la sensation, à savoir l'ici, le maintenant, et il le dit un peu ailleurs, la choséité. Donc, ce que veut dire, à mon avis, Hegel, c'est que l'espace tel que Kant le conçoit, c'est-à-dire comme une forme a priori de la sensibilité, ne peut pas rendre compte de l'essence même de la certitude sensible, parce qu'il écrase une perspective essentielle de la certitude sensible, à savoir le fait d'avoir affaire à un objet particulier, précis, à cet objet-ci et pas à un autre. Et donc, l'analyse kantienne, si vous voulez, est extérieure à la sensation effective. Elle n'est pas en mesure de rendre compte du fait que dans le moment où nous sentons, nous pensons avoir affaire à du particulier, à ceci, et pas à autre chose. Pourquoi Kant en arrive-t-il à ce problème-là? Parce que il y a chez Kant, et c'est un reproche constant de Hegel, quelque chose qui relève d'un raisonnement abstrait, c'est-à-dire, pour simplifier les choses, d'un raisonnement qui est toujours incomplet, auquel il manque toujours quelque chose. Certes, Kant a parfaitement montré comment fonctionnait la subjectivité transcendantale, et donc il a parfaitement montré les formes universelles de la subjectivité. Mais, d'une certaine manière, Kant n'arrive jamais à établir comment entre en relation cette subjectivité transcendantale et donc universelle avec le sentiment d'avoir affaire à du particulier. Et donc il ne rend pas compte de la dynamique
par laquelle le particulier ne peut être dit que par l'universel, par laquelle, je caricature un petit peu, mais par laquelle Aristote ne peut être dit que par Kant. En d'autres termes, et ce sera le mot de la fin, Kant est toujours extérieur à ce dont il parle. Et c'est la raison pour laquelle, pour parler de quelque chose qui n'est pas un concept, à savoir l'espace, il s'est situé extérieurement à ce quelque chose, il s'est situé dans le concept, à mener une exposition conceptuelle, et s'est condamné à manquer ce dont il parlait. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair malgré l'extrême brièveté, et que ça aura été intéressant. Merci encore à Jean-Clé Martin pour cette charmante invitation.